bien nous aussi, nous prenons notre envol pour cette soirée et nous accueillons donc nos intervenants de ce soir. J'ai nommé Julie Henry. Bonsoir Julie. Et Mathias Leclerc. Julie Henry, vous êtes philosophe, maître de conférences à l'école normale supérieure de Lyon, tout va s'afficher, et vous travaillez en équipe de pratique de soins. Vous êtes aussi responsable du parcours approche plurielle de la santé du master en sciences sociales. Et votre regard va plus précisément se poser, eh bien nous allons le découvrir. Et puis Mathias Leclerc, vous êtes prêtre diocésain à Cahors, vous êtes titulaire d'un master de théologie, professeur de musique au conservatoire, et vous nous parlerez plutôt de la joie d'un point de vue spirituel. Pardon. Oui, bien évidemment, Julie Henry, la joie philosophique et d'un point de vue éthique aussi ce soir. Merci. Et je vous préviens, il y aura un temps d'échange avec la salle après les deux interventions. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être, je sais avec joie que je suis avec vous ce soir. On ne va pas commencer les mauvais jeux de mots. Je vais vous parler de façon un peu entrecroisée, en effet, de la joie d'un point de vue philosophique, d'un point de vue spinoziste. Mais vous en faites pas, c'est un mot qui peut un peu impressionner, mais vous allez voir que Spinoza peut bien parler sur le soin et puis entrecroiser avec des questions éthiques. Ce par quoi j'aimerais commencer avec vous, c'est mettre un peu les pieds dans le plat, si je puis dire, de même que Françoise Basson l'a dit pour commencer. Ça peut paraître un peu suspect dans un premier temps, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, de se dire qu'on peut éprouver une certaine joie à accompagner une personne en fin de vie. Ça veut dire quoi, éprouver de la joie auprès d'une personne qui approche de la mort, avec notamment cette idée que quand on accompagne quelqu'un, quand on est auprès de quelqu'un, on le fait plutôt par altruisme, on ne le fait pas pour soi, on ne le fait pas soi pour éprouver de la joie. Et vous voyez, c'est ça aussi qui m'amènera après à une autre façon de concevoir l'éthique, comme si de façon sous-jacente, il y avait un peu des vases communicants. Quand j'accompagne quelqu'un, il faudrait que je sois un peu moins bien pour qu'il soit mieux. Vous voyez, cette idée en fait qu'on n'aurait pas à gagner ensemble à être bien l'un et l'autre. Et donc c'est sur ces représentations que je vais me pencher en entrecroisant donc comme on l'a dit, philosophie et éthique médicale. Alors d'abord, quand on parle de plaisir à accompagner autrui, quand on parle de plaisir à prendre soin de quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut entendre par ce terme de plaisir ? Et là, ça va nous obliger à bouger un peu de ce terme de plaisir et on va aller progressivement plutôt vers celui de joie qui a été choisi de façon tout à fait judicieuse dans la thématique de ce congrès. On a tendance à dire que le plaisir, ça peut être par exemple ce que j'éprouve quand je satisfais un désir. J'ai le désir de manger quelque chose de bon, je mange quelque chose de bon et j'éprouve du plaisir. Donc du coup, ça peut être aussi rapproché à quelque chose un peu comme une sensation agréable. Et là, on ne voit pas trop dans un premier temps. Quelqu'un qui ne connaît pas se dit qu'il ne connaît pas ce que vous faites auprès des personnes en fin de vie, peut se dire mais quel désir ça vient combler en fait d'être auprès d'une personne en fin de vie. Et puis, comme je disais, est-ce que ça pourrait paraître un petit peu suspect de se dire qu'on peut éprouver une sensation agréable en accompagnant une personne en fin de vie. Alors, inversement, ça c'est un truc des philosophes, quand ils ne savent pas définir un mot, ils se disent « qu'est-ce que ça ne veut pas dire ?» On botte en touche, comme on dit. Inversement, si on se dit « dans une situation, dans une activité, je ne prends pas plaisir », pour essayer de comprendre en creux, inversement, ce qui se passe quand ça se passe bien. Quand on ne prend pas plaisir dans une activité, que ce soit une activité professionnelle ou une activité bénévole, on peut dire par exemple qu'on ne s'y reconnaît plus. On peut dire qu'on ne trouve pas sens, qu'il y a une sorte de perte de sens dans ce qu'on est en train de faire. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu ces dernières années chez les soignants, par exemple. Donc ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire, par exemple, il y a des valeurs qui m'ont été transmises quand on m'a formée, quand je suis arrivée dans cette profession ou dans cette activité. Et ben, ça ne correspond pas à ce qui se passe dans la vraie vie. Ça ne correspond pas à ce qui se passe en fait quand j'exerce cette activité. Ou alors, ce pourquoi j'ai adhéré à une association, ce pourquoi je me suis embarquée dans une démarche,
heurter mes valeurs personnelles. Il y a quelque chose en fait qui, encore une fois, on ne s'y retrouve pas. Et qu'est-ce que à quoi ça pourrait faire référence quand on est bénévole auprès des personnes en fin de vie? Ça pourrait être par exemple quand je me sens isolée dans un établissement. Je viens, je fais ce que j'ai à faire, entre guillemets, mais j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment sens pour les autres, j'ai pas l'impression d'avoir des échanges, par exemple, avec les soignants ou avec l'encadrement. Je me sens un peu prestataire de service. Ok, tu es là aujourd'hui, tu viens, tu fais ce que tu as à faire, mais bon, ça reste comme ça un petit peu isolé. Ou alors, ça peut bien se passer, je finirai là-dessus tout à l'heure, ça peut bien se passer, mais c'est un peu éreintant. Je le fais sans répit, ça me demande beaucoup. Je suis un peu essorée, en fait, dans cette pratique. Et dans ce cas-là, en fait, je ne suis plus tout à fait en mesure de prendre plaisir dans mon activité. Je ne suis plus dans une relation vraiment équilibrée avec les autres. Donc inversement, on pourrait se dire que pour éprouver du plaisir à prendre soin, à minima, ça suppose une certaine adéquation entre ce pourquoi je me suis lancée et la façon dont ça se passe effectivement. Une certaine compréhension de ce qu'on me demande de faire. C'est-à-dire que ce qu'on me demande de faire, que ce soit évidemment au bénéfice en tout premier lieu de la personne accompagnée, que ce soit un patient ou un résident, mais que ça puisse aussi se faire en bonne articulation avec les professionnels. Qu'il y ait une forme de respect, de reconnaissance de ce que je fais. Et vous allez voir, je vais pas mal insister là-dessus, une reconnaissance de ce que je fais, c'est-à-dire de ma pratique, mais une reconnaissance aussi de moi qui exerce cette pratique. C'est pas tout à fait la même chose si c'était quelqu'un d'autre. On n'est pas des pions interchangeables. On est aussi soi-même engagé dans la relation. Alors à partir de là, si j'essaie d'avancer un peu dans le questionnement philosophique sur la joie à accompagner les personnes en fin de vie, peut-être vous voyez qu'il ne s'agit pas tellement d'y prendre plaisir dans ce sens courant du terme, la satisfaction d'un désir, une sensation agréable, voire de la volupté, mais que peut-être il s'agit de s'y retrouver soi. Pas y trouver autre chose, mais s'y retrouver soi. Se reconnaître suffisamment dans ce qu'on fait, en tant qu'être humain, donc avec ses émotions, avec ses ressources, mais aussi en tant que personne, avec ses valeurs et avec ses idéaux. Il y a à la fois quelque chose, j'y reviendrai tout à l'heure, de fondamentalement humain, qui nous rejoint les uns les autres, et quelque chose de personnel, parce qu'on s'y engage personnellement dans cette pratique. Et donc on commence peut-être à voir un peu quel sens il pourrait y avoir à prendre plaisir dans sa pratique bénévole et à le faire dans une relation qui peut être aussi une dimension soignante. Ça, je sais que des fois c'est un questionnement de se dire est-ce que notre présence, est-ce que la relation elle peut avoir une dimension soignante même quand on n'est pas professionnel de soins. Il y aurait donc cette idée de s'y retrouver en tant qu'humain et de vraiment pouvoir entrer en relation avec l'autre. Et encore une fois, l'autre, c'est le patient ou le résident, c'est ses proches, c'est les soignants, c'est l'encadrement. Peut-être que c'est aussi, en fait, ses proches à soi quand on leur parle de ce qu'on fait dans ces situations. Donc, il y a l'idée que quand on s'y retrouve en tant que personne, ça nous nourrit aussi nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on donne quelque chose, mais il y a quelque chose aussi qui nous est donné. On l'entendra, je crois, dans certains des témoignages. On reçoit aussi, finalement, on ne le fait pas pour recevoir, mais quand on donne, en fait, dans cette relation, on reçoit aussi quelque chose. Et ça veut dire que ça peut s'inscrire dans une forme de continuité de la vie. C'est pas juste, il y a ces petites parenthèses, je viens, je donne de moi, fût-ce d'ailleurs peut-être des fois un peu en faisant le dos rond, en faisant un peu mon devoir, et puis après je reprends le fil. On voit bien que ça vient interagir, que ça vient intervenir avec ce qu'on est aussi soi-même en tant que personne, aux côtés de cette activité. Alors évidemment, une fois encore, il ne s'agit pas de dire que ça pourrait se faire aux dépens d'autrui, mais justement, ça pourrait se faire en raison même de la résonance entre ce que moi je fais pour lui, ce qu'il en éprouve et le fait que ça puisse faire sens pour moi. C'est de là en fait qu'il peut résulter un désir un peu comme par surcroît. On ne le fait pas pour éprouver en fait ce plaisir ou cette joie, mais elle intervient un peu comme par surcroît. Vous savez, quand on dit par exemple, on sent que quelque chose a pris, il s'est passé quelque chose. C'est assez impalpable, hein, on n'a pas toujours forcément les mots pour le dire, mais on ne le fait pas en le cherchant directement, mais il s'est passé quelque chose et il peut en résulter une forme de plaisir et de joie. Alors on peut se dire, et là je fais le pendant avec la question éthique, si on entend par éthique une forme de réflexion sur sa pratique, c'est-à-dire
comment je m'y prends, comment j'essaie de faire au mieux dans ce que je fais, on voit que la perspective dont je parle, elle peut sembler aussi un petit peu exigeante. Parce que dans ce cas-là, on se dit, il ne s'agit pas simplement d'être dans l'immédiat d'un ressenti, un ressenti qui peut être un peu fugace et qui peut me donner d'ailleurs une vue un petit peu erronée, ou en tout cas un petit peu désajustée de la situation. Mais il s'agit de se dire quelles sont mes représentations, quelles sont mes attentes, quelles sont mes valeurs, avec quoi j'arrive en fait, qu'est-ce qui se passe ou pas, et puis d'être en mesure parfois, quand les choses ne se passent pas comme on l'a entendu dans le témoignage, quand ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé, être en mesure aussi soit de réfléchir sur la façon dont on s'y est pris, et se dire en fait qu'il y a quelque chose qui pourrait être un petit peu plus dans cet échange et dans la satisfaction pour autrui et aussi pour soi. Et donc c'est à partir de là qu'on va cheminer vers l'idée, si vous voulez bien que je vous emmène avec moi sur ce terrain, selon lequel il pourrait être question de joie au sens spinoziste, donc dans les pratiques de soins palliatifs. Alors, n'ayez pas trop peur, Spinoza c'est un grand nom de la philosophie en plus du XVIIe siècle, donc on ne voit pas trop ce qu'il viendrait faire là. Mais vous allez voir que quand on l'applique en fait aux pratiques de soins, c'est une pensée qui peut être assez parlante. Sinon, vous me le direz et j'essaierai d'expliquer les choses plus clairement. Notamment, il y a une distinction sur laquelle j'aime bien m'appuyer, qui est, il n'y a pas que Spinoza qui l'a fait, mais la distinction entre les biens exclusifs et le bien communicable. Alors, je vais vous donner des exemples, vous allez voir, ça va tout de suite, vous allez tout de suite voir la différence entre les deux. Un bien exclusif, c'est par exemple les richesses ou les honneurs. C'est-à-dire que si vous me donnez de l'argent, c'est moi qui ai l'argent et c'est plus vous qui l'avez, pour simplifier un peu le trait. Ou alors, si j'attends une place très haut placée, ben, c'est moi qui ai obtenu cette place et ce ne sera pas forcément quelqu'un d'autre. Un bien communicable, un exemple, c'est une idée. Si j'ai une idée, et si je vous donne mon idée, je l'ai toujours, mon idée. Je ne l'ai pas perdue en chemin. Et surtout, parce que je vous ai parlé de mon idée et que j'en ai discuté avec vous, et ben cette idée, elle va se nourrir. Elle va s'enrichir du partage avec vous. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle un bien qui n'est pas exclusif et au contraire qui est communicable. Et là où les premiers, ils peuvent être un peu une question de pouvoir, j'essaie de conquérir de l'argent, de conquérir des honneurs. Le second, les idées, c'est plus de l'ordre du partage et de l'ordre de la puissance, j'expliquerai tout à l'heure. Alors si je reviens à la situation d'accompagnement, quand je m'y retrouve humainement parlant, ce que j'y retrouve, cet accompagnement, il est bon à la fois pour le patient ou pour le résident qui en bénéficie et qui en est le premier destinataire. Il peut être bon pour les soignants. J'imagine que régulièrement vous avez des retours de soignants qui vous parlent en fait de ce qui s'est passé pour vous ou de ce que les patients ou résidents peuvent vous dire, qui peuvent trouver du sens aussi dans votre présence. Et puis ça peut être bon pour vous parce que vous y voyez le sens, encore une fois, que vous mettez dans votre pratique et plus globalement dans votre vie. Comme disait Françoise Basson tout à l'heure, c'est pas tout à fait la même chose que d'aller danser la salsa, c'est vrai. Danser la salsa, ça peut être incarné aussi. Mais là, on voit en fait que c'est pas tout à fait une pratique comme les autres. Et en ça, cet accompagnement et le plaisir qu'on peut y prendre, c'est justement un bien communicable par excellence pour reprendre cette catégorie. C'est-à-dire que tout le monde autour de la table, tout le monde dans la situation peut y trouver son compte, mais plus encore, mon contentement, il va s'accroître du contentement que je reconnais chez l'autre. Il va s'accroître du fait que je vois que pour l'autre aussi il s'est passé quelque chose, que quelque chose a pris dans cette rencontre et dans cette situation. Et donc, vous voyez qu'on peut lever par la même occasion une des objections possibles à l'idée de prendre plaisir dans le soin en fin de vie. Si on entend ainsi le terme de plaisir qui est à prendre soin d'autrui, vous voyez que l'idée, c'est évidemment pas que ça se fasse au détriment des patients ou des soignants. Bien au contraire, c'est un plaisir partagé. C'est une joie partagée. Mais pour ça, et ça vient un peu faire bouger aussi nos représentations sociales actuelles, pour ça, il faut aussi admettre l'idée qu'une personne en fin de vie puisse éprouver de la joie. C'est quelque chose qui n'est pas toujours audible en fait dans la société aujourd'hui. Le fait de se dire oui, je peux être en fin de vie, je peux savoir que je vais mourir. Ça peut être évidemment entremêlé avec de la tristesse, mais il peut y avoir des moments de joie. Et là, évidemment, on rejoint l'idée fondamentale selon laquelle, qui est très chère aux soins palliatifs, selon laquelle une personne en fin de vie est avant tout une personne en vie. Avec cette belle formule de dire que quand on ne peut plus rajouter des
jours à la vie, parce que la vie ne peut plus augmenter en termes quantitatifs. On essaie de rajouter de la vie aux jours, de faire que les jours qui restent à vivre soient plus vivants, si je puis dire. Et donc, si je poursuis l'éclairage spinoziste, vous allez voir, vous allez finir par emmener Spinoza partout avec vous. C'est ce que m'a dit récemment une soignante. Elle m'a dit, je vais prendre la prochaine fois, je vais prendre Spinoza avec moi quand j'irai voir un patient. Ce qu'on entend ici par se sentir plus vivant, et ça va faire le lien entre la joie et l'éthique, parce que pour Spinoza, l'éthique, c'est de la joie. C'est pas quelque chose de rébarbatif qu'on fait en fait parce qu'on doit le faire, mais au sens où ça nous coûte, même si c'est exigeant. Se sentir plus vivant, c'est caractérisé par Spinoza comme un accroissement de sa puissance d'agir et de penser. Et c'est pas la même chose que le pouvoir. Le pouvoir, en fait, pour Spinoza, c'est quelque chose que je prends sur autrui. L'accroissement de ma puissance, vous voyez, c'est quand je fais ce geste, en fait. C'est-à-dire que quand je suis pas bien, un peu comme un animal blessé, je suis moins ouvert sur l'extérieur, je peux être moins présent à mon environnement, je peux être un peu moins vivant aussi. Et quand j'éprouve de la joie, voilà, il y a ce mouvement en fait où j'ai plus d'assises, où je peux mieux me sentir. Je peux aussi, comme je sens que j'ai plus d'assises, je peux plus aller dans la discussion, je peux plus, le cas échéant, me confronter éventuellement aux difficultés ou à l'inattendu. Et justement, cet accroissement de puissance d'agir et de penser, c'est la définition que Spinoza donne de la joie, justement. D'où cette idée qu'il pourrait être question de joie, dans le fait de prendre soin, d'accompagner des personnes en fin de vie, de le faire bien, de le faire de façon cohérente, suffisamment cohérente, avec ses valeurs, ses désirs et ses représentations. Et c'est là que vous voyez que éthique et joie peuvent se rejoindre. Donc quand je prends du plaisir ou quand j'ai de la joie à ma pratique bénévole, c'est pas tant, ou en tout cas pas seulement que je m'en satisfais, qu'elle me procure une sensation agréable, même si ça peut être le cas aussi. Mais encore une fois, ça peut vouloir dire que je m'y reconnais et que je m'y sens reconnue. On est toujours dans cet échange et dans cette relation. Que ça me donne du mouvement pour aller plus loin et pour poursuivre, à la fois dans mon activité de bénévole, mais aussi personnellement. Ça vient aussi enrichir le reste de mes représentations et le reste de ma vie. Donc ça peut alimenter, et encore une fois on rejoint la question de l'éthique, ça peut alimenter mes réflexions sur la vie, je peux être plus réceptif à mon environnement, et ça peut me faire affiner mes représentations pour au fur et à mesure en fait essayer d'être plus ajusté en situation. Et encore une fois ça c'est aussi un enjeu éthique. Donc c'est de ce point de vue que, en termes spinozistes, peuvent se rejoindre joie et éthique. Joie au sens de ce passage à une plus grande puissance d'être et de penser, et l'éthique au sens de essayer de connaître plus justement ce qui serait à faire en situation avec autrui et non pas à son détriment. Parce que vous voyez que si on entend ainsi la joie elle ne peut pas se comprendre comme quelque chose que je gagne contre autrui ou même malgré autrui. Alors pourquoi maintenant cette joie ainsi comprise en un sens spinoziste à accompagner autrui, pourquoi elle peut particulièrement se rencontrer en soins palliatifs ou en tout cas de manière générale en fin de vie, pas forcément en soins palliatifs d'ailleurs, ça peut être en EHPAD ou ça peut être en dehors des soins palliatifs mais dans un contexte de fin de vie. Peut-être parce que la fin de vie c'est un moment où on peut s'autoriser, enfin si je puis dire, à être soi. À déposer un peu vous savez, tous ces rôles sociaux qu'on endosse tout au long de sa vie. Un peu comme quand on dit à un ami, je peux être moi à côté de toi. Vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça qui peut se jouer dans ce temps de vie. Et probablement qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se jouer auprès d'un bénévole. Encore une fois, comme l'a dit Françoise Basson dans son introduction, il y a des choses peut-être qu'on peut dire à un bénévole et qu'on peut dire un petit peu moins facilement à un proche. Non pas qu'on n'a pas confiance dans le proche, mais on peut avoir peur de le blesser, on peut avoir peur de trop se dévoiler, ou on peut avoir peur aussi que la charge affective soit trop importante pour lui. Et finalement, un bénévole, il peut être là, il peut m'écouter, il peut partager des choses, et il y a peut-être des choses que je peux dire particulièrement à un bénévole. Et donc, la fin de vie, ça peut être un moment où on s'autorise à partager des choses intimes, au sens de ce qui est au plus profond de soi, de ce qui nous constitue fondamentalement, de ce qui fait vraiment sens pour soi. Et pour revenir à ce que je disais précédemment, ce qu'on partage dans le temps de fin de vie, ça nous caractérise en propre, ça touche des valeurs qui sont très fortement personnelles, des valeurs
mais en même temps, c'est pas un bien exclusif. Et là, de nouveau, ça va distinguer l'intimité du privé. Quand je dis c'est privé, en fait, c'est à moi. Vous franchissez pas, en fait. Là, que ce soit ma vie privée, que ce soit les choses privées, c'est quelque chose, en fait, qui ne regarde que moi. Et quand je dis de l'intime, l'intime, ça peut se partager. Alors, si j'ai envie de le faire, évidemment, mais quand je mets l'intime en partage, quand ma vie privée est exposée, c'est comme si c'était plus ma vie privée. Quand je mets de l'intime en partage, je ne le perds pas, en fait. Mais je donne la possibilité d'échanger avec l'autre sur ce fond intime, en fait. Il y a quelque chose qui peut se jouer, à condition, évidemment, encore une fois, qu'on souhaite le mettre en partage, et j'y reviendrai pour finir dans un instant. C'est pas forcément anodin quand quelqu'un partage quelque chose d'intime avec nous. Et ces valeurs intimes, ces valeurs profondes, c'est souvent sur un fond humain commun. Alors, incarné différemment selon nos cultures, nos personnalités, nos valeurs, etc. Mais souvent, ça parle des mêmes choses. Ça parle de l'amour, ça parle de la sexualité, ça parle de la famille, ça parle du sens de la vie, ça parle du rapport à la mort, ça parle de la spiritualité. Vous voyez, ces grands thèmes, entre guillemets, foncièrement anthropologiques, quelle que soit la façon dont on les incarne. Donc vous voyez, paradoxalement, ce qui nous est le plus personnel, c'est aussi ce qui nous est le plus commun en tant qu'êtres humains, et donc ce qui peut être partagé dans la relation de soins, et tout particulièrement avec un bénévole, ce qui fait en fait qu'il y a beaucoup de vous dans cet accompagnement et dans cette activité. Et c'est ça aussi en fait l'éthique du soin, c'est aussi ça l'éthique. Il se joue en soins palliatifs, probablement parce que l'idée de retrouver une vie sociale, un rôle, etc., c'est plus sur le devant de la scène. Dans la fin de vie, il se joue quelque chose de particulièrement propice à la relation humaine, qui sous-tend la relation de soins. La relation de soins, c'est avant tout une relation humaine, et dans la relation humaine, il y a ce fond partagé, ce fond anthropologique commun. C'est ça qui peut nous ouvrir à l'autre et qui peut rendre possible, pour reprendre la définition de Spinoza, cet accroissement de puissance d'agir et de penser. Alors maintenant, si je me mets à la place du bénévole, et je me dis, qu'est-ce que ça me fait vivre moi? Qu'est-ce que ça me fait vivre en tant que bénévole, qui suis aussi un être humain, et qui met aussi quelque chose de moi dans mon accompagnement? Qu'est-ce que ça me fait vivre d'accueillir cette parole intime d'un patient ou d'un résident en fin de vie? Qu'est-ce que ça représente comme expérience pratique, mais aussi comme expérience profondément humaine? Et bien justement, on peut se dire que c'est une expérience humaine à vivre. De celles qui font sens dans les accompagnements, dans les relations, dans les pratiques de soins. De celles qui font, comme je disais tout à l'heure, qu'on se sent incarner quelque chose. On ne joue pas simplement un rôle, et puis n'importe qui aurait pu jouer ce rôle et l'aurait fait de la même façon. On sent qu'on y est soi dans cette activité. Ce n'est pas juste un job, comme on dit de certains métiers qu'on fait pour des raisons alimentaires, comme on dit. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de l'ordre de la distraction. Donc, encore une fois, je rebondis sur l'introduction de tout à l'heure. Il y a les distractions, il y a les loisirs qui peuvent aussi, dans lesquels on peut incarner beaucoup de choses. Mais là, on voit bien que ce n'est pas une activité comme les autres. Ce n'est pas une activité comme les autres parce que ce n'est pas une distraction, ce n'est pas non plus un métier, même s'il faut du métier pour être un bon bénévole, mais c'est dans un autre sens. C'est autre chose qui est reconnu ici. Il y a bien sûr nos compétences d'accompagnement, il y a bien sûr nos qualités humaines et la façon, une fois encore, dont on les incarne. Donc encore une fois, je suis convoquée en tant qu'humain dans cette relation, et c'est précisément pour cette raison même si ça peut être aussi difficile par moments, c'est précisément pour cette raison même qu'il peut y avoir de la joie au sens spinoziste du terme. C'est parce que j'y suis. Et c'est parce que j'y suis, moi, en tant en fait que personne que je suis. Parce que ça peut venir nourrir ma réflexion et mon regard sur la vie, parce que ça peut être une expérience qui puisse ainsi être partagée. Donc finalement, c'est une autre façon d'être reconnu dans sa pratique, aux côtés du temps qu'on y consacre, aux côtés de la formation qu'on a reçue, aux côtés de ce qu'on applique à y mettre en œuvre. C'est de sentir qu'on est pris en considération dans cette pratique, qu'on y investit des valeurs humaines dans cette présence auprès des patients et des résidents. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans différents métiers d'accompagnement, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les enseignants, les soignants, évidemment, etc. C'est le fait de se dire, les métiers d'accompagnement, ce sont des métiers et à la fois, ce sont des métiers qui sont incarnés en
ça peut constituer, comme on dit, des expériences qui marquent, qu'on entendra aussi dans certains témoignages, des expériences qui restent parce que, comme je disais tout à l'heure, il s'est passé quelque chose. Et vous voyez, pour qu'il se soit passé quelque chose dans la relation, il faut que j'ai été là dans la relation. Et il faut que l'autre ait été là, et là, des fois, l'autre n'est pas là aussi, et ça fait aussi partie du jeu, si je puis dire. Et justement, je voudrais aborder ce dernier point avant de conclure et laisser la parole à Mathias Leclerc. Il me semble important de souligner que, parce que vous voyez, quand on présente les choses ainsi, et quand on insiste sur ce qui peut se passer, sur les relations qui prennent, sur la joie qu'on peut y éprouver, il pourrait y avoir un risque, en fait, c'est que ça devienne comme une injonction. Une injonction à vivre les choses sur ce mode, une sorte d'idéal qu'il faudrait toujours atteindre, en fait, quelque chose qu'il faudrait toujours vivre un peu comme ça dans une forme de paroxysme, une sorte de pression à toujours y être, tout entier, avec toutes ses émotions. Vous voyez, c'est un peu l'ambivalence des grands et beaux récits qu'on entend de nos jours sur des personnes qui réinventent et réenchantent leur fin de vie ou le handicap ou autre. À la fois, on se dit c'est très beau, c'est inspirant, ça donne confiance, ça donne envie, ça redonne de l'espérance, mais en même temps, pour certaines personnes, ça peut être vécu comme finalement c'était possible et puis tu as qu'à le faire, et puis si ça se passe pas comme ça, peut-être que tu as fait preuve de mauvaise volonté si je force un peu le trait. Je reviens sur les situations où il se passe quelque chose. Lorsque le patient ou le résident est répondant à la relation, lorsque il se passe quelque chose, qu'il se joue des valeurs, des choses humaines profondes dans ce qui est échangé. Évidemment, c'est très beau, c'est une forme d'accomplissement, mais c'est pas anodin. Je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. C'est pas anodin, humainement parlant, de vivre des moments d'une telle intensité auprès de personnes qui sont peut-être en train de vivre leur dernier jour, leur dernière semaine ou leur dernier mois. Dans ces situations, le patient ou le résident, il ne s'adresse pas à nous en tant que professionnel pris dans une tâche qui serait uniquement son métier, et puis après qui s'arrête aux portes du service ou de l'unité. Il vient nous chercher, il vient nous solliciter en tant qu'humain, et il est aussi d'une certaine façon, il peut être en tout cas d'une certaine façon en demande qu'on vienne attester de ce qu'il est ou de qui il est, au-delà de ce patient ou de ce résident qui reçoit des soins, au-delà du fait qu'il est vulnérable, qu'il est pris en charge, etc. Ce dont il peut venir témoigner, c'est du fait qu'il est porteur d'une histoire, qu'il a certaines valeurs, qu'il a un certain rapport à la vie, à la mort, etc. Et ça peut aussi venir toucher l'intime en nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément évident quand quelqu'un partage de l'intime avec nous, parce que ça vient faire écho, en fait. Vous savez, on sent ce moment quand on est avec une personne et puis on parle de choses et d'autres, on fait la conversation, comme on dit, puis à un moment, ça arrive sur un terrain un peu plus intime. Et quand quelqu'un nous parle de quelque chose d'un peu plus intime, ben c'est difficile d'être en retrait, d'être juste, ok, tu dis quelque chose d'intime et moi je reste en retrait assez rapidement, surtout dans des moments aussi fondamentaux de la vie. Ça peut venir aussi chercher l'ultime en nous. Il y a une phrase que je mentionne souvent du docteur Myriam Lejeune, qui est médecin en soins palliatifs à l'hospitalisation à domicile à Lyon, qui dit c'est pas anodin pour un vivant d'accompagner un mourant. Et moi j'aurais envie d'ajouter c'est pas anodin pour un vivant mortel d'accompagner une personne qui, elle, est en train de vivre ce que nous, à un moment donné, de près ou de loin, probablement sur un mode différent, mais on sera aussi amené à vivre. Ça peut venir faire écho en moi. Je vois bien ce dont parle la personne, ça me parle, etc. Ou alors, ça peut venir me heurter, ça peut venir éventuellement me blesser, des fois aussi. Ou ça peut mettre un peu en lumière ce que je n'ai pas, des fois. Une personne qui me dit combien sa famille est importante, combien c'était ce qui compte pour elle, ce qu'elle garde, etc. Si je n'ai pas de famille. Ou alors si je me dis quelle sagesse, quelle philosophie de vie, comme on dit. Peut-être que moi, à sa place, je ne serais pas capable, je ne serais pas en mesure de vivre les choses de cette façon. Et donc, on peut soit ressentir une forte affinité, mais qui peut un peu nous troubler, j'aurais pu dire la même chose, par exemple. Ou alors une forme de malaise, parfois aussi, par rapport à des propos qui peuvent venir un peu nous heurter ou nous choquer. Mais
Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, être humainement, être personnellement présent dans la relation avec l'autre, ça peut être source de joie, une fois encore, vraiment au sens spinoziste du terme. Ça peut contribuer au plaisir qu'on a à faire quelque chose et à le faire bien. Mais si on ne délimite pas les contours, si on n'identifie pas les limites, qui peuvent être les limites de la situation, les limites de la personne à qui on s'adresse, qui peut répondre ou ne pas répondre, ses limites aussi à soi, ça peut aussi mettre à mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de le vivre, mais ça peut aussi mettre à mal humainement, à la mesure justement de ce qu'on aura mis de soi dans la situation et dans l'activité. Et ça fait aussi partie de la réflexion éthique, d'y penser et d'y veiller, et de savoir aussi accueillir cette parole, que ce soit une parole de soignant ou que ce soit une parole de bénévole. Alors pour résumer un peu quelques éléments de réflexion depuis cet éclairage philosophique et éthique, je dirais que ces pensées spinozistes, elles nous invitent d'abord à oser. Oser prendre plaisir dans le soin, oser éprouver de la joie, oser le dire, oser le partager avec la personne avec qui on a eu ce plaisir, le partager avec les soignants, y compris quand parfois c'est un peu plus dur pour eux, le partager avec nos proches, pouvoir dire en fait ce qui s'est joué dans ce temps partagé avec la personne qui approche de la mort et celle qui l'accompagne. Donc il peut y avoir cet authentique accroissement de la puissance d'agir, de la puissance de penser, qui encore une fois n'est pas un pouvoir sûr, hein, c'est simplement garder l'image de l'idée en fait. Quand une idée en fait elle s'enrichit pour tout le monde en fait. Les idées elles sont là pour être partagées, ça aussi c'est un enjeu démocratique. Les idées elles sont là pour être mises en partage et elles sont là pour être discutées. Donc il n'y a rien qui entrave plus la puissance de pensée que la pensée unique. Ça c'est sûr que ça entrave en fait. Donc il peut y avoir dans ces moments quelque chose, encore une fois, authentiquement de la puissance d'agir et de penser qui puisse se partager en tant que bénévole, en tant qu'humain, de se sentir exercer collectivement des ressources humaines dans ce temps de vie. Mais il me semble que je crois que ça ne peut pas se penser et se vivre à haute intensité tout le temps. C'est un peu comme vous savez, on parle des petites et des grandes joies de la vie. La vie, c'est des grandes joies, c'est aussi des petites joies. C'est des grandes peines, c'est aussi des petites peines. C'est une sorte d'accordéon comme ça, une sorte de fluctuation. Si c'est à haute intensité, à tous les instants de sa pratique, le risque c'est de s'y épuiser et de ne plus pouvoir y être. De ne plus pouvoir y être pour soi et de ne plus pouvoir y être sur les autres. Donc voilà, quelque chose un peu de ces petites et grandes choses de la vie, de ces petites et grandes joies de la vie, pas tout le temps et pas toujours intensément. Parce que la joie qu'on trouve dans cette activité, elle fait le sel de la vie, elle fait le sel de notre activité. Ça donne sens, on sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on continue à le faire, même quand c'est un peu plus difficile. Mais la déception, les dissonances, les non-réponses, le fait parfois d'avoir l'impression d'avoir dit quelque chose un peu à côté, un peu inajusté, ça fait aussi partie de la vie. Ça fait aussi partie de l'activité. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Et la relation humaine, c'est fait aussi parfois en fait de ces petits moments, je dirais pas des échecs, mais en tout cas de ces petits moments où ça passe un petit peu moins et c'est aussi de ça qu'on peut apprendre. Nous ne sommes pas des surhumains. Voilà, nous ne sommes pas forcément des héros. Ou alors des héros mais du quotidien. Et donc en ce sens, le mode un peu euphorique, le mode de la recherche d'une pleine convenance perpétuelle entre un idéal et la réalisation effective, c'est pas toujours en fait le signe de quelque chose d'équilibré, ou en tout cas pas toujours le signe de quelque chose d'humain. Et donc pour finir, je dirais, osons donc aussi, assumons même de ne pas toujours être satisfait d'une relation, de ne pas toujours y trouver un plein plaisir. Et pour faire une dernière fois le pendant avec l'éthique, c'est ça aussi l'éthique, ça c'est une approche de l'éthique que j'aime bien, c'est cette idée d'un point de rencontre assez délicat, toujours en mouvement, mais d'un point de rencontre assez délicat entre l'idéal et le réel, entre la situation telle qu'elle est et ce qu'on peut y mettre de soi et ce qu'on peut y mettre de nous collectivement. Je vous remercie de votre attention.